Préparez-vous à explorer les profondeurs de l'effroi. Descendons ensemble dans l'obscurité oppressante de l'inconnu, là où les frissons et les chuchotements sinistres trouvent refuge. Bienvenue Dans la cave. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans la cave. Vous pouvez vous asseoir. Avant qu'on commence, j'aimerais que vous vous présentiez avec votre prénom et une chose qui vous fait particulièrement peur. Donc moi c'est Baptiste et une chose qui me fait particulièrement peur, je dirais la thalassophobie, donc la peur des océans en général. Moi c'est Clément. La chose qui me fait peur, du coup, ça serait plus les phénomènes inexpliqués. Moi, c'est Louis, et depuis que je suis petit, j'ai toujours eu peur des orages. Très bien. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de cet épisode. Donc pour cet épisode, on va parler de sons qui soient réels ou non, qu'on peut qualifier de terrifiants ou de perturbants. Je vous ai donc demandé à chacun d'en trouver un qui vous a marqué. On va tous l'écouter, on essaiera ensemble de deviner sa provenance. Puis chacun d'entre vous racontera l'histoire du son que vous avez apporté. Je vous propose de commencer par celle de Louis. Ce que vous allez écouter, c'est sûrement une musique que vous connaissez, mais je suis quasiment sûr que vous ne connaissez pas son histoire. Je vous laisse écouter et on en reparle juste après. Voilà. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous connaissez ce son? Est-ce que vous avez une idée d'où ça provient? Je dirais des musiques un peu des années 20, donc un peu le même genre d'ambiance qu'on pourrait retrouver donc dans cette époque-là. Et moi ça me fait penser aux musiques à certaines musiques de Cuphead, donc le jeu vidéo Cuphead. Voilà. Donc pareil, mood années 20, voilà, prohibition, etc. Honnêtement, je l'ai entendu dans des compilations de vidéos sur YouTube ou même sur TikTok, mais alors d'où ça provient, j'en ai aucune idée. Pareil, je saurais pas dire d'où ça provient, mais moi en fait ça me fait un peu penser à des musiques un peu de Disney, mais où ils ont rajouté un peu de grain, tout ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de l'album Everywhere at the End of Time de The Caretaker, qui est un album en 6 parties. Je vais d'abord vous parler un peu de ces 6 parties, et après vous expliquer à quoi elles correspondent. Les 2 premières parties sont relativement légères et similaires, c'est quelque chose d'assez doux, assez léger. Un peu nostalgique, comme on a pu l'entendre sur l'extrait qui vient de passer. Elles sont assez harmonieuses. Les distorsions sont que très légères. En revanche, les effets s'intensifient au fur et à mesure des 2 premières parties, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les ignorer. Ce qui nous fait passer à la 3e partie de l'album. On sent vraiment que la musique commence à être distordue. Elle reste toujours audible cependant. On ne peut plus ignorer les bruits parasites, à la manière d'une maladie qui deviendrait un peu omniprésente dans la vie. La 4e partie, ça représente un vrai changement. C'est sûrement la partie avec les sons les plus altérés. L'écoute devient éprouvante et la musique distordue. Les glitches y s'enchaînent et le son fait parfois un peu mal aux oreilles. La 5e, c'est sûrement la plus compliquée à écouter, la plus terrifiante de sound design. C'est un amas de sons distordus qui n'ont plus vraiment de sens et qui s'entremêlent. Là où durant la 4e phase, on est surpris, impressionné par les effets sonores, les glitches, les drones. Là, on ressent juste un très grand malaise, comme si on attaquait les fonctions de la motricité du langage. La 6e et dernière partie, elle est très spéciale. On n'entend presque plus rien. C'est beaucoup de drones et de sons ralentis, étirés au maximum, de silence et de son blanc. Tout comme le serait une personne qui a complètement perdu son indépendance après avoir subi la maladie d'Alzheimer. Donc cet album, comme vous l'avez peut-être compris, il dépeint la dégradation psychologique d'une personne atteinte de neurodégénérescence, à partir du moment où il y a des doutes sur une maladie, au moment de la mort de cette personne. Cet album, il ne se contente pas de décrire une maladie mentale de l'extérieur, comme cela a déjà été fait, mais il le fait vivre au travers de la musique et de ce que ressent la personne au quotidien. Et ces morceaux joyeux, presque chaleureux, qui tournent un peu à l'horreur au fur et à mesure de l'album, et qui procurent en fait ce sentiment de perte, d'oubli. Et pour moi, c'est cette déformation d'une réalité qu'on aurait pu connaître qui explique un peu le malaise qu'on ressent en écoutant cet album.
Bien, merci Louis pour ton son. Maintenant, on va passer au son de Clément. Alors du coup, je vais vous faire écouter mon son. Pour moi, en tout cas, le premier m'a fait penser à des sons d'avion. Donc, c'est assez perturbant en vrai, pour le coup. Et après, le deuxième, je dirais, enfin, la deuxième vague de sons, du coup, ça serait plus des sons, j'ai l'impression, sous l'eau. Donc, après, je sais pas si c'est ça. Je sais que ça me fait penser à un son. Donc, je sais pas si j'ai bon. Moi, j'aurais dit les anneaux de Saturne. C'était un son que j'avais entendu. Ça fait un peu dans l'espace, etc. Donc, voilà. Pour moi, le premier, c'est vraiment du vent qui s'engouffre dans des endroits un peu fermés, un peu reclus. Et le deuxième, c'est soit quelque chose de pris dans les abysses ou dans l'espace. Honnêtement, je ne sais pas trop. Et bah, j'ai un peu le même feeling que monsieur le présentateur. Pour moi, le premier, ouais, c'est quelque chose qui a à voir avec le vent. Je ne saurais pas trop dire quoi, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on pourrait entendre dans une plaine, dans un film, des choses comme ça. Et le deuxième me fait vraiment penser ouais, à des baleines, un truc au fond de l'eau. Je ne saurais pas trop expliquer, mais reste à voir. Alors du coup, franchement, vous étiez vraiment pas trop loin. Il y en a un où vous avez eu bon, on va dire. C'est vrai que ça peut ressembler un peu à des sons d'espace, d'avion. Malheureusement, c'est pas un avion, c'est un train. Mais je vais vous expliquer. Le son que vous venez d'écouter provient des fonds marins. Il a été encore à ce jour non identifié. Pour moi, les fonds marins m'a toujours fait ressentir comme une insécurité. L'océan est si grand et profond qu'on ne sait pas ce qui s'y cache. Par exemple, un son non identifié, s'appelant le Upswede, a été enregistré le 19 mai 1997, à 2000 km au sud de l'océan Pacifique. Ce son a été enregistré pendant 7 minutes par un hydrophone. Les théories scientifiques qu'il y a dessus seraient premièrement qu'un iceberg serait tombé au fond de l'océan et aurait raclé le sol. Deuxièmement, ce serait sûrement dû au courant maritime. Et troisièmement, ce serait peut-être dû à une éruption volcanique. Du coup, à ce jour, on ne sait toujours pas d'où proviennent ces sons, on ne sait toujours pas ce que c'est, et ça restera toujours peut-être un mystère. Bah, merci beaucoup Clément. Je propose de passer du coup à l'histoire de Baptiste. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce son? D'où ça peut venir? Et je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait vous inspirer? Voilà. Personnellement, j'entends un moustique. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu bizarre, comme si c'était un peu un cri à moitié. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je pense que ça vient d'un animal, d'une manière ou d'une autre. Mais ça me fait plus rire au premier abord. Mais il y a un petit truc en fond que ça, je peux comprendre un côté froid, mais ça marche pas trop sur moi. Ok. Donc les autres, est-ce que vous avez des idées pour le coup? Je suis assez d'accord avec Louis, on dirait vraiment un animal. Mais on dirait aussi que c'est quelqu'un qui parle ou qui crie peut-être de douleur ou je sais pas, en tout cas j'ai l'impression qu'il crie et que la voix elle a été modifiée après pour rendre un truc un peu creepy. Donc j'hésite vraiment entre l'animal et l'homme en fait. Je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. Donc avant, je vais vous expliquer un petit peu l'historique du son. Donc en 1960, dans un contexte de guerre froide, en fait, les États-Unis décident de déployer un réseau de mammifères marins dans le but d'extraire et de détecter des mines qui sont réparties dans le Pacifique. Donc c'est l'époque de la guerre froide, vous connaissez, États-Unis, Russie, etc. Climat de guerre. Donc l'opération est d'abord menée par le centre naval avant d'être repris par la marine.
Et en 1977, avec le consentement du gouvernement canadien, Sam Ridgway, un vétérinaire et cofondateur de NMMP, décide d'envoyer en fait une équipe sur la côte nord du Manitoba. Donc 6 belugas seront capturés à la suite de cette opération, donc entre 1977 et 80. Et parmi eux, on retrouve en fait un jeune mâle âgé de 2 ans et nommé Nock. Donc c'est celui-là en fait que vous pouvez entendre dans l'extrait que j'ai pu vous passer. Et donc par la suite, Nock sera déployé pour 2 programmes top secrets de surveillance et de récupération pour la marine. Donc le son qu'il produit, il y a aussi une histoire derrière. Donc il succombera à la suite d'une méningite à l'âge de 23 ans. Et 13 ans plus tard, on retrouve en fait un enregistrement qui a été fait donc par les soigneurs de Nock. Et cet enregistrement, c'est celui que vous venez d'entendre. Et c'est en fait une imitation donc, de ce jeune beluga des cris qu'il peut entendre et qu'il a pu entendre donc, dans le milieu quand il était avec les hommes. Donc c'est un cri qui a été étudié pendant plusieurs années et il y a eu une étude qui a été que les scientifiques ont réussi à sortir dans une revue qui s'appelle la Current Biology où on peut entendre en fait ce son troublant. Et alors là, vous n'avez pas forcément d'image, mais il y a une image aussi qui a été accordée au son et qui a été après diffusée pour un peu montrer l'animal par rapport au contexte et le son qu'il pouvait produire. Donc certaines personnes trouvent ce son effrayant, d'autres peuvent trouver que c'est plutôt comique ou que c'est plutôt un son de moustique, etc. ou de kazoo comme certains ont pu le dire. Donc voilà. Bah, merci beaucoup Baptiste pour ton histoire, pour ce son. Je pense qu'on va conclure du coup sur la mienne. Je préfère pas faire d'introduction ou quoi que ce soit, je vais directement vous passer mon son. Bonne écoute. Est-ce que vous avez une idée de la provenance de ce son? Alors moi, au début, ça m'a fait penser à une ambiance un peu carnaval, un peu comme si c'était des bruits qui étaient enregistrés d'un vieux cirque. Donc d'un passage d'un vieux cirque ou d'une vieille troupe un peu. Et ça devient un bruit sourd. Et du coup, genre, je saurais pas dire ce que c'est. Juste, c'est vraiment beaucoup plus efficace que le début. Enfin, on sent vraiment que ça fait vraiment crescendo au niveau de la peur, quoi. J'avoue que ton son, ouais, ça fait, bah, comme disait Baptiste, ça fait très carnaval en fait, ça fait très fête quasiment. On entend comme des instruments au début. Je radote un petit peu sur ce qui a déjà été dit. Mais ouais, et je pense que ouais, l'enregistrement doit être quand même très très vieux parce qu'on sent que ça s'est complètement distordu. L'enregistrement est bien sale. Et j'avoue que ça fait un effet bien, bien badant hein, sur les bords. Ah, j'ai peut-être une idée pour le son. Ça me fait penser aux troupes de carnaval en Orient. Des sons provenant de l'Asie du Nord. Ça me fait, je sais pas, je pense à des troupes qui peuvent passer que ce soit en Mongolie ou des choses comme ça. Il y a un côté, je trouve, un peu asiatique, oriental. Donc après, je sais pas si ça vient de là. Eh bien, Baptiste, t'as un peu touché du coup la surface de l'histoire. C'est des sons qui ne sont pas asiatiques, mais qui ont un rapport du coup avec l'Asie. Donc je vais directement vous dire d'où viennent ces sons. Alors, on est en pleine guerre du Vietnam. Les Américains, ils peinent à terminer la guerre parce que les Vietnamiens, ils mènent une guérilla, ils font des embuscades, ils montent des pièges, et ce sont des experts en camouflage. Ils connaissent très bien le terrain et ils en profitent. C'est donc compliqué pour les Américains d'avancer dans les forêts épaisses du Vietnam. Alors, l'opération Wandering South est montée. Le but, c'est de saper le moral des Vietnamiens
pour qu'ils abandonnent leur poste, et tout ça en manipulant leur psychologie. Donc le son que vous avez écouté, c'est ce qu'on appelle une ghost tape. C'est un enregistrement sonore utilisé par les psy-ops américains en 1965. Les psy-ops américains, ce sont des militaires du coup qui sont spécialisés dans la guerre psychologique. Il y avait des haut-parleurs qui étaient portés par des soldats où ils étaient directement accrochés aux hélicoptères qui diffusaient ce son pendant la guerre du Vietnam. Mais alors, qu'est-ce qui est concrètement diffusé et qui est censé faire fuir l'ennemi vietnamien? L'enregistrement, il est découpé en 2 parties. La première, c'est celle qu'on vient d'écouter. C'est une musique funéraire bouddhiste. Et dans la deuxième partie, on entend la voix d'un homme. C'est un soldat vietnamien mort qui conjure ses camarades d'arrêter la guerre. Donc le but de l'opération, c'est d'utiliser une croyance vietnamienne, en tout cas une croyance bouddhiste, selon laquelle les personnes qui ne sont pas enterrées ou qui sont loin de leur terre natale verront leur âme errer sans possibilité de trouver le repos. Cette croyance, elle est donc basée sur le dogme bouddhiste qui est majoritairement adopté par les Vietnamiens à cette époque. Les campagnes de diffusion de ces messages étaient souvent suivies de largage de tracts visant à appuyer sur l'aspect insensé de la lutte des Vietnamiens, donc, de façon plus concrète. De la même façon, quand il y avait un ciel nuageux, les hommes des bataillons psy-ops, ils utilisaient de très puissants projecteurs un peu pour simuler des présences fantomatiques pendant du coup les diffusions du son ou pendant le largage de tracts. Voilà, donc toujours en utilisant cette croyance vietnamienne. Et donc selon les témoignages, parce qu'en fait il y a très peu d'informations sur cet enregistrement-là, il y a surtout beaucoup de témoignages de soldats ou de généraux américains. Cette arme de guerre psychologique, elle était surtout efficace au niveau local, surtout au niveau des jeunes soldats vietnamiens peu entraînés, qui connaissaient pas du tout les techniques de guerre psychologique des Américains. Donc en fait ils étaient terrifiés, ils pensaient entendre des camarades morts au combat, et étant donné qu'ils étaient très croyants et très crédules parce que ils étaient très jeunes, ils pouvaient tout simplement déserter, fuir, tout simplement. Et personnellement je trouve ça assez terrifiant, surtout quand on se met à la place justement d'un de ces soldats. Surtout par exemple un jeune soldat vietnamien qui est en garde dans la jungle et qui pense entendre vraiment un ami à lui, quoi, un ami à lui mort, et surtout il y croyait beaucoup, donc c'est assez terrifiant. À notre niveau on peut trouver ça pas perturbant, mais au niveau du coup de ce soldat, je pense que ça a bien dû les effrayer. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de La Cave. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Bah du coup c'est bon, tout le monde a ses affaires? Ouais, bah pour moi en tout cas c'est bon. Ouais, pour moi, Ok. c'est bon aussi. Ok. Bon bah merci beaucoup, à la prochaine. Salut! Vous pouvez venir nous ouvrir s'il vous plaît? Il est passé où? À la semaine prochaine.